Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 154e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos chers internautes qui nous suivent et bonjour à tous et bonne rentrée scolaire, je dirais. Oui, sous la chaleur, que ce soit à Damas ou que ce soit Alors moi je en vous dis France. bonjour de Damas, effectivement. Alors là c'est le deuxième Citrep de Damas, j'en suis ravi et puis voilà. Bon, D'accord. donc on va passer un bon moment ensemble, beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses, beaucoup de choses et on espère beaucoup d'espoir. Oui, alors ce Citrep justement, on va en profiter pour parler beaucoup plus de la Syrie que d'habitude, puisque tu es sur place et il y a beaucoup d'informations qui te parviennent. Et également parce que l'actualité est chargée en Syrie. Et notamment une recrudescence de l'agitation dans le nord et dans le nord-est de la Syrie, où se déroulent beaucoup de combats, notamment les tribus arabes qui se battent contre les FDS. Alors est-ce que tu peux nous parler de la situation? Alors en fait, d'abord, c'est important de rappeler quand même que la partie Al Jazeera de la Syrie, cette partie du nord-est de la Syrie qui se trouve entre la rivière de l'Euphrate et le Tigre, qui est le panier alimentaire de la Syrie, qui contient aussi, dans cette partie, il y a aussi comment dire, la présence américaine, il y a les puits de pétrole, de gaz, autour desquels les Américains ont fait leur base, hein, et leur campement. C'est cette partie de la Syrie que les Américains pillent systématiquement. Donc, tous les jours, il y a des dizaines, voire une centaine de citernes de pétrole qui partent via le passage de Shedati en Irak, en fait, vers la base américaine illégale qui se trouve dans le nord-ouest de l'Irak aussi, qui s'appelle la base de Shedati et qui est une base complètement illégale par laquelle transite justement donc le pétrole volé syrien et qui est là-bas donné aux terroristes et aux Turcs et qui transite donc par les frontières turques, hein, tout le nord de la Syrie, qui est vendu ailleurs, etc. Donc ça, c'est un premier point en ce qui concerne le pétrole. Il n'y a pas que le pétrole qui est pillé à la Syrie, mais aussi tout ce qui est céréales. Donc cette région aussi est très riche en céréales et toutes les céréales, en fait, hein, mais aussi en coton. Donc, toutes les récoltes de cette région sont systématiquement pillées par les Américains, alors, soit pour alimenter les terroristes, soit aussi pour eux, et ils les prennent et ils les vendent ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouveauté. Je vous dis que Trump avait dit que nous, on reste en Syrie pour prendre le pétrole, parce que nous sommes aussi... et puis qu'avant lui, de toute façon, Bush avait dit, de toute façon, tout le pétrole du monde est à nous. Et c'est notre pétrole qui est distribué dans le monde, donc nous irons le chercher. Donc, pays pilleur. Et en fait, ce qui se passe, effectivement, on voit qu'il y a un début de résistance populaire qui s'organise parce que, on parlait de FDS souvent, on parle des Kurdes parce que les Occidentaux, les pays de l'OTAN, qui sont appelés abusivement alliés des Américains pour combattre le terrorisme, hein, n'est-ce pas? Ils sont venus sous prétexte de combattre Daesh, ils sont venus, ils se sont installés et ils pillent les ressources syriennes. Et les Occidentaux, donc, ils commencent aussi, notamment les Français, les Anglais, alliés des Américains,
donc qui attise des contradictions dans la région. Ils ont amené des Kurdes euh, de la Turquie, donc des montagnes de Kandil, en fait, de la Turquie. Ce sont eux qui dirigent ce mouvement qui s'appelle Qassad, FDS, ces forces démocratiques syriennes. Alors, elles ne sont pas démocratiques, bien entendu, elles ne sont pas syriennes, puisque ces Kurdes-là n'ont rien à voir avec les Kurdes syriens, qui, eux, font partie du tissu national syrien. Ils n'ont pas eu de problème avec ni de séparation ni quoi que ce soit. Par contre, ces forces américaines et occidentales, européennes, donc, sont venues attiser des contradictions et essayer de faire une séparation de ce nord-est syrien et qu'ils appellent un séparatisme kurde. Ils veulent créer un État kurde à Al Jazeera, comme par hasard, c'est la région où il y a le pétrole, où il y a aussi le panier alimentaire de la Syrie, et c'est une région donc très riche. Bonjour. Alors, on a vu qu'il y avait une délégation du ministère des Affaires étrangères français qui est venue en cachette dans cette région. On a vu qu'il y a eu le responsable de la région du centre américain, là, qui est la région du centre qu'ils appellent, qui est le centre du Moyen-Orient, qui est venu aussi rencontrer ces gens-là. Les Turcs sont aussi présents. Les Turcs ont passé les frontières syriennes et occupent une partie importante de cette partie de la Syrie, du nord de la Syrie, sous prétexte qu'ils ont peur des Kurdes qui sont en Syrie et ils ne sont pas d'accord avec le projet de séparatisme qui est prôné par les Américains dans cette région. Donc, il y a une petite contradiction mineure, je dirais, entre la Turquie et les Américains. Les Américains, aujourd'hui, essayent justement, alors qu'il y a eu un moment où il était question d'un rapprochement entre la Turquie et la Syrie pour en finir avec ce conflit, que la Turquie devait être repoussée à l'intérieur de ses frontières. Et là, les Américains ont appliqué rapidement pour essayer de créer des forces, une armée dite syrienne, mais faite surtout d'Arabes, pour que la Turquie ne soit pas contre, effectivement, et qu'il n'y ait pas ces susceptibilités vis-à-vis des Kurdes qui sont le PKK. Et il faut quand même dire, le PKK, c'est le Parti communiste kurde. Le PKK n'agit pas du tout au sein de la Syrie, il agit au sein même de la Turquie, puisque c'est un parti kurde et que la majorité, il y a une bonne partie de population kurde en Turquie. Donc aujourd'hui, il y a une grande contradiction entre cette direction kurde et les tribus arabes qui composaient aussi Qassad, en fait, le mouvement FDS, mais maintenant il y a un schisme qui se crée entre eux et des contradictions entre eux. Donc, il y a effectivement lutte. Cette lutte, en même temps, elle vient du fait que ces Kurdes qui dirigent le mouvement FDS ont fait subir énormément d'exactions à la population, entre le kidnapping de leurs jeunes, de leurs enfants pour les enrôler de force dans les rangs de FDS, entre les exactions qui visent à prendre toutes leurs ressources et toutes leurs récoltes, entre le fait d'essayer de les pousser hors de leur maison et occuper leur maison, voire les détruire. Donc, en fait, tout ceci a fait que la population de cette région a commencé à se rebeller contre ces FDS, d'une part, et puis d'autre part, à vouloir reprendre le pouvoir, même peut-être au sein de FDS. Tout ça attisé par les Américains, mais en même temps, il y a aussi une composante loyale à l'État syrien
dans ces tribus. Il y a une composante très importante de loyale à l'État syrien qui donc mène une force de résistance populaire et qui essaye aussi de convaincre les autres tribus pour être dans le même rang, je dirais, et du même côté. De là, il y a eu aussi plusieurs forums qui se sont réunis, les forums des tribus qui ont affirmé leur loyauté envers l'État syrien, envers le président arabe syrien, envers le président Assad, donc qui est légitime et élu, envers le drapeau syrien, le rejet aussi de l'occupant américain et le rejet de l'occupant turc. Mhm. Alors, Pendant ce temps, alors effectivement, de euh, l'autre côté, pardon. pardon, Effectivement, ces troubles ont été attisés notamment parce que, donc tu parlais des exactions des FDS, mais ils ont notamment aussi arrêté le chef d'un conseil central derrière les ors récemment. Ce que tu me précisais en préparant cet entretien. oui, oui, ils l'ont arrêté. Effectivement, c'est des contradictions entre eux. Ils l'ont kidnappé et puis c'est quelqu'un qui a l'air d'être à la tête d'une tribu qui est importante en nombre. Et donc, voilà. Bon, effectivement, là aussi. Mais est-ce que ça peut être aussi une différence comment dire, ça peut être une contradiction de pouvoir parce que comme les tribus sont majoritaires, ils voulaient aussi peut-être prendre le pouvoir au sein de FDS. Mais en fait, tout ceci, c'est un petit peu mêlé aujourd'hui. Bien sûr, ça va se décanter. Il y a des choses qui vont se préciser, se cristalliser, et on va voir l'issue. Par Mhm. ailleurs, il est important de voir que du côté du nord-ouest de la Syrie et du côté de Manbij, il y a eu aussi des attaques contre la population, des attaques contre l'armée arabe syrienne, mais aussi des ripostes importantes de l'armée arabe syrienne avec l'armée russe contre Les quartiers euh, généraux. ces- euh, bah oui, contre les quartiers généraux de ces hordes terroristes qui sont animées et soutenues par la Turquie. C'est Hayat Tahrir al-Sham, c'est Al-Jaysh al-Turkestani, c'est les Ouïghours, etc., qui sont toujours dans la région d'Idlib et dans la région ouest d'Alep et donc le long des frontières nord d'Alep, hein, Mhm. qui continue à agresser la population. Donc là, il y a eu effectivement une offensive, je dirais, importante de l'armée arabe syrienne face à ces gens. L'armée arabe syrienne avec l'armée russe qui ont visé tous les quartiers généraux de ces groupes, hein, et on estime, en fait, les forces russes estiment qu'il y a eu 44 ou 44, 45 dirigeants des plus importants de ces groupes terroristes qui ont été tués, Mhm. anéantis. L'objectif étant, en fait, à travers tout ça aussi, c'est que la Syrie puisse récupérer la totalité de son territoire, d'une part, la totalité de ses ressources, d'autre part, dans le cadre de tous les accords où on dit c'est le respect de la souveraineté de la Syrie, de la souveraineté de son territoire, la souveraineté et l'unité de son territoire, et que toutes les forces étrangères illégales doivent se retirer. Mhm. Alors Ceci, il y a également un grand mouvement dans le sud, du côté de Souaïda, dont on avait déjà parlé dans un des précédents sites. Ce sont des revendications de type séparatiste. On voit fleurir à nouveau l'ancien drapeau syrien. Est-ce que tu peux nous commenter ce qui se passe là-bas? alors, à Souaïda, c'est un retour à la case départ de 2011, mais qui est dans une ville différente. Alors, c'était à Dera, maintenant c'est à Souaïda. Une tentative, je dirais, qui
qui fait l'amalgame entre des demandes légitimes où la vie est très difficile, effectivement, à l'ombre d'un embargo criminel et un vol systématique de toutes les ressources de la Syrie par les Américains et les Turcs, d'une part, et un embargo qui empêche euh, toute vie économique à se produire. Donc, effectivement, la vie est très difficile. Il y a une accélération aussi de la cherté des prix des denrées alimentaires, même les plus essentielles. La livre syrienne se dégrade. Et ça, c'est vrai, c'est le cas pour toute la Syrie, et c'est les effets de Code César et tous les blocus appliqués coup après coup par les Américains et tous les Occidentaux sur tous les pays qui peuvent coopérer avec la Syrie. Là, on voit que effectivement, il y a une grande difficulté. Et là, il y a eu des revendications qui ont commencé aussi d'abord par effectivement une protestation contre la cherté de la vie, mais qui ont très vite dégénéré en drapeau ancien syrien, le drapeau du mandat, en fait ce qu'on appelle là l'armée syrienne libre, qui n'est ni syrienne ni libre d'ailleurs, qui est une armée turque en fait. Et puis d'un autre côté, aussi avec aussi les drapeaux des Druzes, hein, le drapeau de la confession druze, qui aussi se met en avant et qui demande un séparatisme de la région. Alors, Alors là aussi, les, les, là les, aussi, les Druzes, hein, tu l'avais spécifié dans un des précédents sitrep, la grande majorité des Druzes sont tout à fait fidèles à l'État syrien. absolument, mais même les chefs nationaux les plus importants de toutes les révolutions syriennes de l'indépendance, c'était les Druzes. Mansour Bash al-Atrash, c'était un des grands dirigeants de la révolution syrienne contre l'occupant français. Mhm. Mais aussi Saleh al-Ali, Ibrahim Hanano, etc. Toutes ces personnes. Alors, moi, je voudrais dire ce projet de séparatisme, il est très bien ancien. Il date de 100 ans, voire même avant, puisque l'occupant français a toujours voulu séparer, couper, découper la Syrie en un État alaouite, un État druze, un État d'Alep, un État de Damas, un État kurde, un État turc, etc. Et en fait, bien sûr, lorsque la révolution de libération de la Syrie contre l'occupant français elle est partie, une partie avec Mansour l'approche de la montagne des Druzes, une partie de Saleh al-Ali de l'Aouïn et une autre partie de... Mais immédiatement à la libération, tout le monde s'est réunifié et ils ont formé l'État syrien, de la République arabe syrienne. Alors, donc, en fait, c'est un vieux projet colonial qui revient à chaque fois avec les Français, les Britanniques, les Américains, etc., pour l'imposer à la Syrie. Mhm. Mais il échoue à chaque fois et il échouera toujours. Alors, Donc, il y a eu les chefs druzes se sont réunis, les Mhm. chefs religieux druzes se sont réunis dans un grand congrès où ils ont affirmé que de toute façon, tout ça, c'est étranger à leur pensée, qu'ils ont affirmé leur loyauté à l'État syrien, au président syrien, au drapeau syrien, et que leur drapeau de confession, c'est un drapeau privé qui est religieux, qui n'a rien à voir avec le drapeau du pays et que le seul drapeau, c'est le drapeau du pays, le drapeau arabe syrien. Mhm. Alors, il y a eu également Je voudrais dire quand même une rencontre de deux responsables mots. syriens qui ont rendu visite donc à des responsables druzes dans ce contexte d'agitation. Tu me précises. Pardon, excuse-moi. Il y a eu une rencontre de responsables syriens avec des responsables druzes. Oui, en fait, dans ce cadre-là, justement, il y a eu une réaffirmation totale, Mhm. justement,
de la loyauté, etc. Et puis la question est calmée, il est Mhm. terminé, D'accord. en fait. Donc, il a été mis fin complètement à toute cette agitation, quoi qu'en disent des médias qui veulent continuer à agiter et qui veulent continuer à créer La zizanie. l'agitation et la zizanie en Syrie. Alors, il y a quand même eu Donc des là, c'est assassinats, hein. terminé, Il c'est y a- calmé. il y a- Soueda est dans le calme Dans le calme. et elle est tout à fait loyale au pays et à la Syrie, Donc, il y a à eu, l'État, il y a eu quand à même, l'État. on peut préciser qu'il y a eu quand même quelques assassinats de personnalités de l'État syrien dans la région. Et on peut penser que ça a été téléguidé par les USA et par Israël. Alors, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'agitation dans le sud de la Syrie, elle est épaulée essentiellement et agitée par l'État fantoche d'Israël, qui, rappelons-le, depuis le début, a commencé aussi à traiter avec Jabhat al-Nusra, qui était dans la Hadera, rappelons-le, et qui était à la Routa, et en fait, qui ont aussi donné comme objectif la destruction de toutes les défenses aériennes syriennes et la destruction de toutes les défenses syriennes qui sont sur les frontières du Golan, hein, en fait. Ça a été fait en premier par les terroristes, hein, qui prétendaient être des révolutionnaires de la démocratie syrienne, hein. Hmm. C'est depuis 2012 que tout ça, ça a été détruit. Et on se posait la question en quoi la démocratie avait à voir avec la destruction des défenses, justement. Anti-aérienne, oui, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. Alors, il y a eu Voilà. des activités. Et Pardon. là-dessus, je reviens quand même pour rappeler, pas seulement parce qu'ils ne se laissent pas oublier, deux attaques israéliennes contre à la fois l'aéroport de Damas dans la région de Damas et l'aéroport d'Alep, hein, ont été aussi effectuées pendant cette semaine, ces 2 semaines. Mhm. Donc, et surtout, l'attaque contre l'aéroport d'Alep a visé particulièrement comment dire, les pistes d'atterrissage de l'aéroport, alors que se tenait à Alep une rencontre avec des grands industriels des pays asiatiques et des pays amis qui venaient pour discuter justement de coopération avec la Syrie et pour la reconstruction. Mhm. Donc, ce n'est point un hasard Mhm. et tout ça est bien ficelé entre tous les ennemis de la Syrie qui sont effectivement les États-Unis, Israël, la France, l'Angleterre, qui affirment malheureusement leur position aussi dans ce sens, et puis l'Allemagne, bien sûr, en fait tous les pays de l'OTAN, mais l'OTAN dirigée par les États-Unis, mais ceux-là qui sont très actifs, c'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne, Mhm. et pas les autres pays, non. Mais voilà. Ok. Alors, il y a également des activités importantes de Daesh du côté de la Badia, et notamment de Palmyre. Alors, Euh, oui, donc, bien sûr. Alors, comme on disait, on l'avait déjà évoqué au dernier CITREP, en fait, que les États-Unis ont réactivé Daesh, mhm. justement, et que pour encore une fois justifier leur présence en Syrie et justifier le fait qu'ils continuent à piller le pétrole et à piller les graines de la Syrie, etc. Et donc là aussi, ils ont réactivé des cellules dormantes de Daesh dans la Badia Mhm. et que l'objectif, c'est essayer de couper l'ensemble, couper les frontières entre la Syrie et l'Irak. Mhm. Là-dessus, je m'arrête un petit instant pour rappeler quand même que lors du tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie en fait en février 2023 cette année, il y a eu un élan du cœur de tous les pays arabes qui ont fait que effectivement il y a eu des aides
qui sont des aides humanitaires, alimentaires, etc., qui sont arrivées en masse en Syrie, d'abord de la part des pays arabes, d'abord de l'Algérie et de l'Irak, hein, et que des aides qui sont venues de l'Irak, elles sont venues par les grands comment dire, camions qui sont venus portant donc à la fois pas seulement des vivres, mais aussi des générateurs électriques, etc., et du matériel qui va aider à, à sortir les gens de sous les décombres, et puis des appareillages, etc. Bien sûr, les Américains ont été très, très embêtés et ils ont voulu interdire, rappelons-le, ils ont rappelé quand même que la loi César, elle est toujours là et que, bien sûr, elle n'interdit pas les aides alimentaires et les aides humanitaires, ce qui est faux. Ça a été suspendu jusqu'au mois d'août et puis là, au mois d'août, on a vu à nouveau une recrudescence de toutes ces sanctions qui s'appliquaient à nouveau sur la Syrie, qui interdisaient ceci, qui interdisaient cela, etc. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été arrêté. Je voudrais dire quand même qu'en Syrie, on manque aussi de médicaments, on manque de couverture, mais pas seulement, on manque surtout de matériel pour pouvoir construire et de matériaux de construction et puis de fer, etc. Et Donc d'énergie. là-dessus, nos amis irakiens ont été là et ils sont venus, ils ont bravé effectivement toutes ces interdictions, entre guillemets. Nos amis iraniens aussi, nos amis saoudiens, égyptiens, etc. Ils ont fait venir aussi comment dire, des cargos entiers, effectivement, d'aide. Bien sûr, très vite, les États-Unis se sont dépêchés pour freiner. Après, il y a eu effectivement une invitation de la Syrie au sommet arabe, de la Ligue arabe, une reprise des relations de la Ligue arabe avec la Syrie, alors qu'elle avait été suspendue. Et ce qui déplaisait encore une fois profondément aux Américains et qui ont accouru justement pour freiner ce mouvement du cœur de tous les pays arabes envers la Syrie. Donc là, ça se situe aussi dans ce cadre-là. À nouveau, donc, créer des entraves terroristes sur les frontières pour empêcher qu'il y ait une fluidité des transports des denrées et des vivres, mais aussi du matériel et qu'il y ait une réelle complémentarité économique entre la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. En fait, dans leur tête, c'est aussi briser cette continuité de l'axe de la résistance, briser cette continuité terrienne de l'axe de la résistance en mettant des terroristes entre chaque frontière. Je voudrais rappeler aussi que ce n'était pas pour rien qu'il y avait Daesh aussi dans les montagnes du Qalamoun, qui était à l'est du Liban, qui occupait une partie du Liban et qui a été libéré aussi par le Hezbollah et l'armée libanaise avec l'armée syrienne, qu'il y avait une barrière terroriste sur la frontière, donc Daesh sur la frontière irakienne, et une autre armée de terroristes sur la frontière avec la Jordanie, puisque il y a Al-Tanf et le camp Al-Rukban sur cette frontière avec la Jordanie. Donc voilà, et que la chambre d'opération, la salle d'opération MOC, elle agissait en Jordanie avec tous les services de renseignement du Mossad et puis de MI6 anglais et la CIA américaine. Tous étaient là pendant les 12 ans, 13 ans de guerre contre la Syrie, et ça rebelote, en fait, ça recommence. Donc voilà, c'est un peu une vue qui est importante d'ensemble du paysage
en Syrie, de Mhm. l'agression. Alors dans ce contexte, il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères iranien en Syrie, mais pas uniquement, parce qu'il s'est rendu également au Liban, où il a rencontré Nasrallah, en Irak et en Turquie. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette visite? Alors, bien entendu, l'Iran est un pôle très important qui joue en fait dans la région pour la stabilité, qui agit dans la région pour la stabilité de la région, et pour que les pays de la région prennent leurs affaires en main, qu'il n'y ait pas d'intervention étrangère concernant toutes les questions de sécurité, de développement, etc., mais aussi d'entraide au niveau d'entraide, je dirais, et de développement au sein de la région. Donc, les visites du ministre des Affaires étrangères iranien en Syrie, elles sont très régulières puisque la Syrie est un allié stratégique de l'Iran et l'Iran aide énormément dans la lutte antiterroriste et dans la lutte pour le développement en Syrie, comme le Hezbollah aussi. Et la visite au Liban, elle est très importante, non seulement pour l'allié Hezbollah, mais aussi pour Voilà, alors désolé, il y a eu un petit problème de connexion, donc on va reprendre. Et donc tu nous parlais de l'importance des alliés iraniens et du Hezbollah. Voilà, ouais. si tu peux reprendre. En fait, l'alliance entre la Syrie et l'Iran, comme je disais, est une alliance stratégique, hein. Donc, c'est vrai que les voyages, les rencontres avec l'Iran sont très fréquentes, hein, et à chaque fois, on avance davantage dans la coopération. L'alliance, bien sûr, avec le Hezbollah, entre l'Iran et le Hezbollah, elle est aussi stratégique, hein. Mais là, l'Iran vient un petit peu au secours du Liban, qui est aussi démuni d'électricité, qui est aussi en crise et en grand problème économique. Donc, l'Iran présente à la fois ses possibilités, sa capacité d'aide pour aider, par exemple, le Liban à avoir une production électrique pour 0 franc. En fait, il propose ça. Ça fait d'ailleurs 2 ans qu'ils proposent au Liban, effectivement, de les aider à faire leur électricité, mais les responsables libanais n'arrivent pas à avoir le courage de s'opposer aux pressions américaines qui leur interdisent d'aller dans ce sens avec les Iraniens. Mhm. Donc, les pressions américaines au Liban sont énormes. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant du discours de Nasrallah, justement, qui a eu lieu à cette occasion? Alors, le discours de Nasrallah, il a eu lieu à différentes occasions de la résistance, des étapes de libération des différentes étapes de libération du Liban, notamment l'anniversaire de libération des montagnes de Haramoun, de Qalamoun et Haramoun en fait de Daesh, notamment aussi les déclarations. Donc tout ceci et aussi c'est là il y a dans cette période aussi des manifestations religieuses importantes, etc. Et à cette occasion, donc Nasrallah, met comme toujours, met en garde contre toute agression, met en garde contre que de toute façon les agressions israéliennes seront répondues et elles seront répondues très durement, que aussi les Américains n'arriveront pas à couper les frontières entre la Syrie et l'Irak et que nous sommes là pour défendre aussi ces passages et ces terres qui sont les nôtres, enfin qui sont celles de la Syrie, de l'Irak, etc. Donc les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Un discours très ferme en ce qui concerne aussi
les terres libanaises et pour lesquelles les Israéliens ont été, ils avaient réoccupé le village de Rajar, qui était un village libéré libanais. Et donc là aussi, il réaffirme aussi comment dire, le trio d'or, en fait, c'est l'alliance entre la résistance, donc la résistance de Hezbollah, l'armée libanaise et l'État libanais, donc qui sont censés ensemble agir pour défendre la souveraineté libanaise totale sur l'ensemble du territoire libanais. Et ça sera fait. Voilà. Ok. Et il affirme aussi l'engagement total de la totalité de la résistance dans tous les pays de l'axe de la résistance et aussi bien en Palestine qu'en Syrie, qu'en Irak et ailleurs. Donc ça, c'est un discours très ferme comme d'habitude qui met les points sur les i partout, aussi bien à tout agresseur, aussi bien l'Israélien que l'Américain. Mhm. Alors, il y a eu également des rencontres entre Nasrallah et différents responsables palestiniens. Voilà. Et il y a eu aussi à cette occasion une rencontre avec, à l'occasion. En fait, c'est que les exactions israéliennes contre les Palestiniens sont de plus en plus violentes, de plus en plus terribles, etc. Ce qui fait que la résistance palestinienne affirme à chaque occasion sa volonté de continuer de continuer la lutte pour la libération totale de la Palestine, que pour la défense aussi du peuple palestinien, qui aujourd'hui, même dans sa propre maison, ses propres enfants et ses petits sont agressés par les colons, sont agressés par l'armée israélienne, la violation même de la pudeur des femmes palestiniennes, où on les oblige à se mettre à nu à chaque dépouillement, comment dire, à chaque moment, les coups et les blessures qu'ils prennent, les coups de botte, c'est absolument incroyable. Et ça ne fait que donc augmenter la colère des Palestiniens et la préparation de l'ensemble des organisations pour une grosse bataille en fait contre cet État fantoche d'Israël qui n'arrête pas de violer toutes les règles internationales et de droits de l'homme pour asseoir un État complètement fantoche. D'ailleurs, qui est en débandade d'ailleurs, je voudrais quand même faire une parenthèse là-dessus pour dire on est à la 35e semaine de manifestations importantes au sein de cet État, de tous les colons et tous les Israéliens qui manifestent donc par centaines de milliers contre le pouvoir de Netanyahou, contre ce gouvernement d'extrême droite. Hein. Et donc, il y a un schisme total dans la société des occupants, mais aussi, donc, en même temps, donc les coups palestiniens doivent se préparer et donc l'ensemble du front comment dire, des composantes du front de la résistance, donc la résistance palestinienne avec le Hezbollah, qui effectivement resserrent leurs liens et qui continuent donc maintenant à se concerter de manière systématique pour préparer les ripostes au coup par coup pratiquement. Mhm. Donc là, c'était important et c'était important aussi ces rencontres avec le président Hassan Nasrallah, Samahat Sheikh Nasrallah
pour redonner du ciment, effectivement, à ces relations qui, malheureusement, entre les différentes les organisations palestiniennes, bon, elles sont toujours un petit peu, en fait, qui doivent effectivement unir leurs efforts euh, pour, euh, pour la libération du pays. Et Mhm. puis aussi pousser l'autorité palestinienne aussi à revenir sur sa pratique de coopération, de collaboration, je dirais, avec l'État occupant euh, dans la coordination sécuritaire Mhm. de l'autorité palestinienne avec l'occupant israélien contre les militants des organisations palestiniennes. Mhm. Bon, là, c'est aussi très important de voir, il faut le faire sans qu'il y ait division. Et puis, on voit aujourd'hui que tous les militants palestiniens qui mènent des actions et des opérations, qui font des opérations sur le terrain, appellent toujours à l'unité palestinienne et à l'unité de l'ensemble des organisations palestiniennes. Mhm. Ça, c'est un phénomène très important, enfin, c'est quelque chose de très important de dire on œuvre pour l'unité palestinienne, pour une plus grande efficacité dans la lutte et pour la libération de notre pays. Oui, Voilà. ok. Alors, on va parler, si tu veux bien, de la visite également du ministre des Affaires étrangères syrien, qui a participé à une conférence de la Ligue arabe au Caire sur le thème du développement, et le Caire qui a accueilli également un forum de dialogue arabo-japonais. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux événements, s'il te plaît? Alors, dans le cadre, effectivement, dans le cadre de la continuité, je dirais, des relations de la Syrie et dans la continuité des actions de la Syrie au sein de la Ligue arabe, la Syrie participe maintenant effectivement à toutes les structures et toutes les réunions économiques, politiques, etc., de la Ligue arabe. Donc, il y a eu de ce fait deux réunions importantes. Une première réunion qui était la réunion du Conseil économique de la Ligue arabe, auquel aussi la Syrie a participé, et dans lequel, bien sûr, la Syrie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, explique qu'en fait que l'occupation la triple occupation, je dirais, de la Syrie, aussi bien par les terroristes que par la Turquie, que par les États-Unis, doit se terminer et qu'il faudra que l'ensemble des pays puissent faire pression, surtout sur la Turquie, pour la pousser. La Turquie, qui est un pays de la région, qui l'a poussé à retourner sur ses frontières et à retourner à libérer l'espace qu'elle occupe en Syrie au titre de ses peurs des Kurdes, alors que effectivement, il est important d'en tenir compte et c'est qu'avec des bons accords avec la Syrie que ça sera fait, et que d'un autre côté, l'ensemble des pays arabes doivent faire pression contre la Turquie pour cela. Par Mhm. contre, il est important aussi que l'ensemble des pays puissent œuvrer pour que les États-Unis puissent aussi partir de la région, puisque la région appartient aux peuples qui y sont, et il revient au peuple, effectivement, de se développer et pour la levée de l'embargo et pour une coopération et aussi, surtout, œuvrer ensemble pour la reconstruction à la fois de la Syrie, mais aussi de tous les pays de la région, œuvrer pour avoir une économie de développement rationnel et qui permet à l'ensemble de ces pays d'avoir des rapports gagnant-gagnant dans le respect de la souveraineté, de la non-ingérence et dans le respect aussi de la différence de leur position. Mhm. Donc, mais c'est surtout la non-ingérence,
le respect et le respect de la souveraineté. Donc ça a été le cas avec justement donc dans cette réunion économique. Une autre réunion qui était aussi organisée et à laquelle a participé le ministre des Affaires étrangères, c'est une réunion de dialogue entre les pays arabes et le Japon. Le Japon qui est quand même aussi allié des États-Unis, mais le Japon a toujours eu une politique très pragmatique au niveau du développement, au niveau de l'aide, même en fait des échanges d'expériences, etc. Le Japon n'a pas pratiqué d'hégémonisme envers les autres pays. Donc en fait, hein, il y a justement des Depuis discussions bilatérales. excuse-moi, le Japon, je précise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu veux dire? Oui, 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 bien Parce que sûr. Oui, avant, c'était autre ah, chose. oui, oui. Non, mais sachant que le Japon fait partie de l'OTAN aussi, enfin, il ne fait pas partie de l'OTAN, mais c'est comme si c'est un allié des Américains Oui, tout aujourd'hui. comme l'Allemagne, c'est des deux pays vaincus qui ont été, j'allais dire, émasculés pour prendre une image, qui n'ont pas vraiment Mm. d'armée, sauf que maintenant leur police est devenue tellement puissante que c'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui était le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'est plus tout à fait le cas. L'Allemagne a maintenant une armée de nouveau. Il y a eu également une rencontre d'une délégation C'est la américaine. raison pour laquelle, d'ailleurs, pour l'Allemagne, c'est la raison pour laquelle les États-Unis visent à casser l'Allemagne à travers les trucs politiques de l'Ukraine. Oui, ils visent aussi à découpler l'Allemagne de la Russie, alors que l'Allemagne a tout intérêt à commercer avec la Russie. Il y a eu une rencontre d'une délégation, j'accélère un petit peu parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure à passer ensemble, et on a encore pas mal de points à voir. Il y a la rencontre d'une délégation d'Amérique latine à Damas, c'est le 50e forum. Il faut savoir qu'il y a, ce que tu m'apprenais en préparant ce site rep, il y a 22 Ouais. millions d'expatriés arabes en Amérique latine qui sont principalement syriens, palestiniens et libanais. Cette immigration remonte au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, donc elle est fort ancienne, et elle s'est continuée tout au long du XIXe et du XXe siècle. Voilà, tout à fait. Et donc, de quoi a-t-il été question pendant ces rencontres? Alors, en fait, c'est un forum de cette organisation des expatriés syriens en Amérique latine. C'est une organisation qui s'appelle FIA, Via Arabe, en fait, Via Arabe, et qui sont venus donc en délégation à Damas, essayant l'idée, c'est de pouvoir travailler avec la Syrie, investir en Syrie, aider au développement, à la reconstruction de la Syrie. Donc les rencontres ont tourné autour des conditions qui permettent de faciliter les investissements en Syrie, les conditions qui permettent de faciliter aussi le transit des denrées, c'est-à-dire les douanes, les spécifications aussi des denrées, comment dire, les standards, Cahier des avoir des charges. standards différents, etc. Des échanges. Mais en fait, ce qui était très important et qui a été souligné de manière très importante, c'est que toutes ces personnes, elles se sentent aussi très concernés par la Syrie, ils se sentent syriens, ils ont envie d'apprendre l'arabe à leurs enfants, ils ont envie de revenir souvent en Syrie pour voir leur pays, en fait, et l'évolution de leur pays. Et aussi, surtout, ils ont envie qu'il y ait une facilité de transport, de transfert, etc. Donc, entre le Venezuela et Damas, il y a à Caracas, Damas, et a été mis en place une ligne aérienne qui aujourd'hui fonctionne une fois par quinzaine. Il faudrait que ce soit toutes les semaines et qu'il y ait une multiplication justement des voies aériennes directes vers l'Amérique latine et vers la Syrie, ce qui éviterait les détours et les contours par les États-Unis et autres pays. Mhm. Ça, c'est quelque chose de très important. En fait, ce qui est demandé, c'est effectivement, ce qui est demandé et ce qui est proposé, c'est qu'il y ait une fluidité des contacts, une fluidité des relations
et une fluidité de la coopération économique et politique entre les, ressortissants syriens, qui sont en fait, c'est une organisation de masse non politique et non gouvernementale de toute manière, donc qui ne rentre pas sous les comment dire, sous le coup des embargos et des interdictions. Mhm. C'est Ouais. pas un État. Donc Euh, ils un ont, point ils ont également, important, ils ont également abordé la question palestinienne, je crois, le soutien à ils la ont Palestine. abordé la question palestinienne, elle figure effectivement au centre de leurs intérêts, comme nos intérêts à tous dans la région. Et donc, ils ont fait valoir effectivement la question palestinienne en Amérique latine, le droit palestinien, et se battent aujourd'hui effectivement aux côtés des Palestiniens pour la reconnaissance de la Palestine et avec comme capitale, et puis surtout l'arrêt des exactions israéliennes, voire même l'arrêt de la colonisation. Mhm. Euh, Alors, donc voilà. ben, je tiens à te remercier d'avoir été très concise dans tes réponses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on avait beaucoup de points à voir. Il nous reste Mm. encore la rencontre Erdogan-Poutine à commenter, ce qui n'est pas un petit Qui morceau. est très importante, tu as raison, qui est très très importante. Et en fait, dans ce cadre-là, moi je reviens pour dire effectivement, Erdogan avait fait tout un tas comment dire, De de choses promesses. en fait, comme ça. Oui, pas de promesses en fait. Il fait toujours beaucoup de bruit autour le fait que c'est plutôt la Russie qui lui court après et c'est pas l'inverse, hein. Alors que quand il était aux côtés des Américains, il disait ah, mon ami Poutine va venir nous voir en Turquie, etc. Il fermait il formait, je veux dire, des phrases de ce type. Il a fait courir le bruit comme quoi c'est Poutine qui lui demandait de venir en, en, qu'il soit invité en Turquie. En fait, chose que le président Poutine a été obligé d'affirmer que non, et pas du tout, et qu'il n'y aura pas, que c'était ni prévu ni programmé à ce point, et à tel point que il a dû envoyer son ministre des Affaires étrangères, donc Erdogan, a dû envoyer son ministre des Affaires étrangères En Russie. en Russie Mhm. pour préparer une rencontre avec le président Poutine, qui a fini par accepter et qui est donc, elle a eu lieu, cette rencontre a eu lieu à Sochi, donc en Russie, et pas du tout en Turquie. Mhm. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il était question de cinq questions. En fait, la question d'abord de la reconduction des accords concernant les céréales, ça a été rejeté par Poutine. De toute façon, il a dit, si vous ne respectez pas, vous n'avez pas respecté les termes de l'accord. Il y a eu à travers la mer Noire aussi pas seulement des céréales, mais aussi des armements qui ont transité vers l'Ukraine, donc il est hors de question. Il a rejeté la proposition turque d'être Intermédiaire. intermédiaire pour Mhm. une discussion, pour un débat avec l'Ukraine. Ça a été fermement rejeté. Ça a été fermement rejeté aussi l'ouverture c'était quoi aussi euh, en fait, voilà, il y a eu Oui, juste il y avait la proposition turque aussi de racheter les céréales russes pour les exactement revendre. de racheter avec le Qatar, en fait, par l'argent qatari et mouliné en Turquie, ça a été aussi largement rejeté. Alors, Euh, moi j'ai lu dans la presse occidentale que Erdogan avait déclaré que les demandes ukrainiennes, voire les demandes ukrainiennes pour la reprise du commerce des céréales étaient jugées irréalistes par Erdogan.
ce qui est quand même notable. Comment? C'était Dans la presse occidentale, ils disent que... que les exigences ukrainiennes avaient Hum, été jugées par Erdogan comme irréalistes, irrecevables, pas sérieuses, concernant donc l'accord sur les céréales, pour la reprise de l'accord sur les céréales. hum. L'Ukraine a formulé un certain nombre de demandes que Erdogan a balayé d'un revers de la main en disant que c'était pas viable. Oui, mais de toute façon, la reconduction de l'accord a été aussi balayée d'un revers de la main de Poutine. Oui. Voilà. Et puis, donc, la seule question qui restait, c'était aussi le retrait c'est sur la Syrie. Et il était important que le respect sur le cas auquel Poutine a réaffirmé la nécessité du respect de la souveraineté de la Syrie et de l'unité de son territoire et d'application aussi des décisions d'Astana. Donc, Mhm. en fait, là aussi, Erdogan a été collé sur l'ensemble des points, en fait, disons, qu'il il espérait être euh, mieux placé. Un dernier Par point contre, il renouvelle sa demande à l'Union européenne. Oui. Alors, il y a également la situation au Caucase, hein, je crois, et notamment en Azerbaïdjan, à la frontière à Azeri, qui a été Exact. abordée. Mm. Exact, et que la Russie n'est pas du tout est très mécontente en fait effectivement de l'attitude turque, hein, qui attise les contradictions et qui attise les contradictions dans la région avec l'Arménie qui est du côté de l'OTAN en fait, qui est plutôt proche des Américains. Mhm. Alors, donc la pression, enfin comment dire, la pression occidentale contre la Russie continue sous diverses formes. Aujourd'hui, donc c'est des déclarations d'Emmanuel Macron qui concernent les Jeux Olympiques de 2024. Donc, il a déclaré que selon lui, aucun athlète russe ne devrait porter le drapeau russe pendant les JO de Paris. Mais il a reconnu que c'était pas lui qui décidait, que c'était le chef du CIO, du Comité international olympique. Et il a déclaré qu'il faisait entièrement confiance au président du CIO. Donc on peut deviner qu'en coulisses, la chose est déjà entendue. Moi, ce que ça m'a inspiré, cette information, c'est que malgré toutes les crimes, parce qu'en fait Macron justifiait ça par les crimes de guerre qu'aurait commis la Russie donc en Ukraine, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, hein, c'est un secret de polichinelle, il y a toujours des crimes de guerre, hélas. Je ne connais pas de guerre qui ait eu lieu sur Terre récemment sans qu'il y ait malheureusement de ce qu'on appelle des crimes de guerre au sens du droit international. Donc ce que ça m'inspire, c'est que Julian Assange avait largement démontré tous les crimes de guerre commis par les États-Unis, notamment en Irak, et que pour autant, il n'y a jamais eu aucune pression internationale et encore moins occidentale pour que les athlètes américains soient au pire suspendus des JO ou au mieux soient obligés de concourir sous drapeau neutre, sous bannière neutre. Donc c'est toujours ce deux poids deux mesures qui est hallucinant. Ces, ces deux poids deux mesures sont une pratique systématique des Occidentaux. Les crimes américains, ils dépassent complètement aussi ceux de l'Irak, hein. Les crimes américains ont été aussi les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et pour lesquelles les G7, ils ont eu le toupet et l'abjection de se réunir ce même anniversaire à Hiroshima, d'une part, donc affirmant leurs crimes et campant sur leurs crimes, les crimes qui ont été commis en Corée, les crimes qui ont été commis au Vietnam, les crimes qui ont été commis en Syrie, les crimes qui sont commis et toujours commis en Palestine, tout ça, effectivement, les Occidentaux ferment les yeux et pas seulement. Moi, je voudrais dire aussi, il y a encore énormément de crimes qu'on ne connaît pas, qui sont dans des cimetières où il y a des tombes collectives, etc., qui sont enterrées, ou même dans des mines où il y a des milliers de personnes qui sont sous la mine.
en fait, si on pense aux Africains et aux pays d'Amérique latine, etc. Donc, ces crimes américains et occidentaux sont vraiment innombrables, et ceux-là même qui prétendent être défenseurs des droits de l'homme et défenseurs des libertés. C'est un mensonge qui ne marche plus pour personne. Alors Pour finir, pour terminer ce site web, pardon. j'aimerais qu'on aborde deux points parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Deux points qui concernent la Syrie, puisque c'est la rentrée des classes, comme en France, et que 3 millions et demi environ d'élèves ont repris le chemin de l'école, et qu'il y a eu un forum des sociétés qui vendent des fournitures scolaires à Alep. Alors, quel était le but de ce forum? Comment s'est passée la rentrée des classes? Est-ce que Ah tu ben, peux nous... c'est en fait un ensemble de sociétés qui se réunissent pour faire une sorte, un salon, je dirais, un salon pour les élèves où ils peuvent avoir les fournitures et les vêtements scolaires à bas prix pour pouvoir accéder. Ça, c'est l'aide que proposent toutes ces... C'est pas de l'aide, en fait, c'est une sorte de foire commerciale de l'ensemble des sociétés pour justement à l'occasion de la rentrée scolaire. Et j'aurais voulu dire quand même que à propos des Jeux olympiques, les Syriens aussi arrivent à décrocher des médailles de bronze et d'argent pour les tournois asiatiques. Là, c'est pour le mondial asiatique de karaté. Mhm. Il y a eu donc cette, bronze et non, 7 argent et 8 bronzes, hein, pour l'équipe syrienne. Il y a eu d'autres qui ont une syrienne aussi qui a emporté le Aikido, le Taekwondo, la médaille de bronze, je crois, ou même non, d'argent pour le Taekwondo. Voilà. Mhm. Donc, en fait, moi, je voudrais saluer tous ces jeunes qui, malgré des conditions très difficiles, à la fois de vie, d'entraînement et aussi même de quotidien, en Syrie où on n'a pas d'électricité, où on n'a pas, ou très peu, et on n'a pas de chauffage, ou très peu à cause de cette guerre où on nous pique tout, qu'ils arrivent quand même à s'imposer sur les scènes internationales, aussi bien en termes scientifiques, qu'en termes sportifs, qu'en termes... ça montre leur détermination à vivre et à construire et à défier toutes les pressions pour que la Syrie vive et que le drapeau syrien soit levé à toutes les instances. Alors, dernière info positive également concernant la Syrie. Donc, c'est l'annonce de la mise en production d'un puits de gaz, d'exploitation d'un puits de gaz dans le gouvernorat de Homs. Puits de gaz qui est assez important, donc si tu peux nous en parler. Oui, oui, c'est donc le puits de gaz je Al-Mahal. ne sais plus quoi, comment il s'appelle, Al. Al-Ham. Mhm. Euh, oui, en fait, et il a été mis en production cette semaine. C'est une production, il est du côté de Homs en fait, hein, Mhm. ce puits de gaz, et donc et c'est 150 000 mètres cubes par jour qui viennent affluer aujourd'hui les centrales de, comment dire, euh, de production, je Mhm. dirais, à Homs, effectivement, de production de gaz. Ça, c'est quelque chose de très important, en fait, pour nous, puisque le gaz était aussi piqué et pillé par les Américains. Et ça, c'est un nouveau puits qui est remis en exploitation, donc en Syrie. Ok. Donc, on peut dire que le peuple syrien, malgré l'embargo, continue à essayer de vivre et à construire. Et on profite quand même de l'expérience iranienne qui est sous embargo depuis quand même 75, hein, et qui arrive à se développer malgré l'embargo américain.
Le seul problème, c'est que chez nous, ça a été précédé par une guerre destructrice de fonds l'infrastructure du pays. Et c'est ça qui rend le redémarrage plus dur. Voilà. Le redémarrage. Oui, donc, merci beaucoup à tous et au prochain SITREP. Nous vous remercions. Nous avons encore plein de données, plein d'informations. Suivez-nous alors. Et puis, il y aura aussi une documentation, des références qui vont être données. En description de la vidéo. Merci beaucoup Aïssar Midani. La connexion redevient pas très très bonne, donc je pense que c'est le moment de nous quitter. Je t'embrasse et je te dis à dans 10 jours. Je te salue, je vous salue tous et à dans 10 jours.